Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les enjeux techniques de marché, chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse pour le plan de trading. Et les équipes d'IG qui nous accompagnent, Alexandre Baradez est à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Effectivement, donc les marchés qui sont face à un nouvel accroissement des tensions géopolitiques, en l'occurrence, avec ce conflit rapide, intense qui s'est déclenché autour d'Israël, l'attaque du Hamas dans la nuit de vendredi à samedi, qui, j'allais dire, marque l'ambiance de ce début de semaine sur les marchés sans non plus d'exagération particulière. Non, c'est vrai qu'on a un marché qui a un risque off, c'est vraiment le cas de le dire, mais qui n'est pas en sell-off. C'est-à-dire qu'on a des marqueurs de risque habituels qui sont allumés, on a des obligations souveraines qui sont recherchées, donc des rendements souverains qui baissent un petit peu. On a au sein de la cote les valeurs de la défense qui progressent, les valeurs de la santé, les utilities, le pétrole aussi, mais ça c'est vraiment lié au thème spécifique énergie. Et puis en bas de l'éventail, vous avez les cycliques, l'heure de consommation. Donc un schéma très classique, l'or qui monte aussi, l'or qui se renforce, donc voilà, dollar valeur refuge, les métaux, argent, or, valeur refuge aussi. La question du jour et même des jours à venir, c'est est-ce que ce risque off peut s'étendre et peut devenir un sell-off? Est-ce que c'est une possibilité? Disons que le timing effectivement de ce qui s'est passé ce week-end est quand même arrive au moment où on attend les prochains chiffres d'inflation aux États-Unis, où la saison des résultats aux États-Unis va également s'ouvrir. Après un rapport sur l'emploi, somme toute assez, je dirais pas trop solide, mais qui marque quand même que ce marché de l'emploi est toujours assez résilient. Et donc finalement, si on devait choisir aujourd'hui, est-ce qu'il faut plutôt acheter ou vendre, sur un horizon moyen terme, il n'y a toujours pas de panique. Moi, je n'ai pas raison de paniquer, et c'est le message qu'on véhicule depuis quelques temps. Mais, et on va le voir après d'un point de vue technique, on est quand même sur des niveaux qui, sur le SP500 par exemple, qui sont des niveaux de test. On retrouve des supports obliques, même la volatilité, si on en parle, le VIX aujourd'hui, c'est quand même, alors on sait que c'est un jour férié aux États-Unis, Columbus Day, mais on a quand même des marchés à terme qui vont fonctionner, on aura quand même quelques indicateurs. Et le VIX aujourd'hui, ça peut retomber vers 10% de hausse, mais c'était plus 12 ce matin, on retape à la porte des 20. Et c'est vrai que le VIX, c'est un produit qu'on peut trader, et donc le risque d'un point de vue technique, si le VIX devait accélérer, après les prochaines zones où on peut le retrouver, c'est plutôt vers 28-30. Donc ça, ce serait effectivement une marque un peu de sell-off, et on aurait effectivement sur le SP500 ou d'autres indices des signaux de prise de gain. Et je ne vais pas faire trop long, mais il y a quand même eu des gaps qui ont été ouverts cette nuit sur les futurs américains. On sait que les gaps du week-end, c'est des choses qui sont quand même plutôt rares. Je parle bien des futurs, pas la cash. Sur les futurs, des gaps de 0,5, 0,6, voire 0,7% sur les indices, c'est pas dramatique, on peut dire comme ça. Non, mais c'est le signe qu'il s'est passé quelque chose. C'est le signe que le monde de vendredi soir et le monde de lundi matin sont plus tout à fait les mêmes. Exactement. Et c'est pas non plus des gaps de rupture. Un gap de rupture, c'est par exemple, vous avez une tendance pendant 6 mois qui est archi haussière, puis d'un seul coup, ça lâche, un gros gap. Ça, c'est une rupture. Là, on était déjà dans une espèce de ventre mou sur les indices, mais il y a quand même une cassure en termes de sentiment. Et en temps normal, moi je dirais, oui, le gap, algorithmiquement, spéculativement, ces gaps sont de bonnes zones. Et ce sera le cas, dans quelques temps, on ira les combler. La question du jour, et ça va être tout le match qui va se jouer en début de semaine, c'est est-ce que ces gaps est-ce que les investisseurs auront l'envie d'aller chercher le gap, qui en soi est un petit gain, si vous voulez. Mais si on n'arrive pas à faire ce petit gain rapidement et qu'on retombe sur les plus bas, même intraday par exemple, ça a tapé, ça rebondit un peu. Si vous retournez sur le plus bas intraday, je pense que les plus bas de vendredi vont être repris et on le verra dans quelques instants. Si les plus bas de vendredi sont repris, il y a un petit risque effectivement de petit sell-off quand même sur la partie américaine à court terme. Ouais, dans un marché déjà en proie au questionnement, on va dire ça comme ça, une accumulation de risques et d'aversion aux risques supplémentaires issus d'un conflit géopolitique en l'occurrence, peut être d'une certaine manière la goutte d'eau qui pourrait changer un petit peu la course des prochains jours. Ça peut être un petit risque et on avait déjà vu ensemble la semaine dernière qu'il y avait quand même une petite résurgence de l'appréciation du risque macro. C'est-à-dire que malgré le rapport sur l'emploi ou autre, comme vous le disiez, le pétrole, il avait lâché plus de 10% l'espace de 10 jours. Et si vous regardez d'autres matières premières, le cuivre, des métaux industriels, il baissait aussi. Et ça, c'était notamment accéléré après des indicateurs ISM, notamment la partie nouvelle commande, qui s'est dégradée. Je pense que le risque de ce qu'on a vu là ce week-end, c'est moins d'avoir un pétrole qui remonte à 100 et qui redéclenche le spectre d'une reprise de l'inflation. Je pense que c'est plutôt le risque que ça crée un espèce de choc de confiance qui s'agrège au choc des taux des banques centrales et qui à un moment donné devient en fait, une menace un peu de ralentissement macro-mondial. Et donc, c'est peut-être ça que le marché peut pricer pendant quelques temps. Ça peut cristalliser des craintes
déjà existantes dans le marché. Déjà existantes, peut-être de quoi vendre un petit peu, et après les banques centrales viendront, ne remonteront plus les taux, enverront les messages qu'il faut pour rassurer un peu tout le monde, mais il y a peut-être un peu ce risque-là. Donc pour le SP500 qu'on a vu juste avant, vous avez vu qu'on était sur une espèce de grosse, enfin pas une espèce, une belle oblique qui était l'oblique qui passait par les creux de l'année dernière et de cette année, et on est passé en dessous la semaine dernière, on est remonté dessus après le rapport sur l'emploi. Je pense que si on reprend les plus bas intraday sur le SP500, ils sont pas loin, hein. Si on les reprend, je pense qu'on ira visiter les plus bas de vendredi et enfin de la semaine dernière, et vous voyez que c'est une zone technique assez significative, et c'est là que vous auriez un risque peut-être de voir ce VIX qui irait chercher les 25-30, et donc peut-être une décélération d'une zone 4000, 4002, donc peut-être un SP500 qui pourrait lâcher entre 3 et 5% de plus. Après, au-delà de ça, je ne vois pas un risque massif d'explosion de la volatilité à ce stade. Non, mais on voit bien d'ailleurs sur votre graphique, la zone 4002, normalement, c'est une zone que tout le monde a en tête. Hein. Si vous êtes sur les marchés, c'est impossible de ne pas avoir 4002 S&P 500 sous les yeux. C'est ça, et puis donc, quand on reteste après un rebond, et puis qu'en plus, il y a deux niveaux techniques qui sont assez importants là-dessus. Voilà, et puis, encore une fois, j'insiste, le côté psychologique du gap. Hein. Quand vous n'arrivez pas à prendre un élément technique comme ça, qui est facile à reprendre, normalement, de manière purement spéculative, si vous retombez, c'est vraiment un signe qu'il n'y a vraiment pas le jeu pour ça. Et il y a un gros risque que ça bazarde un peu derrière. Donc, ce qui va se passer dans les heures qui viennent va être intéressant de point de vue du sentiment. Bon. Encore une fois, hein, pour l'instant, sur les actions européennes, le mouvement reste limité. On ne refait pas de plus bas. On est allé chercher peut-être des points sous 7000 points, comme on le voit depuis quelques jours. Mais on arrive à tourner autour de cette zone des 7000 points pour l'instant quand on regarde l'indice CAC 40. Alors, il faut évidemment, du coup, qu'on reparle du pétrole, Alexandre. Et on s'est vu vendredi, vous étiez là d'ailleurs, vendredi soir, pour constater, comme tout le monde, qu'effectivement, le pétrole avait donné quand même des signaux assez forts d'essoufflement après être allé chercher 97 et plus sur le baril de Brent. Bon, dans quelle mesure les mouvements du jour, à savoir un rebond assez fort, hein, de 3, 4, 5% au cours des dernières heures, invalident peut-être le scénario de détente du pétrole ou non? Alors, à ce stade, je suis pas convaincu. Déjà, nous, on est satisfait d'avoir vu le pétrole retomber, parce que c'était le scénario qu'on a mis en place. On a expliqué que d'un point de vue macro, il n'y a pas de raison d'aller chercher les $100. Et puis, il y a eu ce coup de pouce, et cela, ça revient dans l'actualité de manière totalement aléatoire. Mais on parlait la semaine dernière de cette production de l'OPEP qui avait finalement progressé, et c'était une surprise sur les 2 derniers mois, et aidé en cela par le retour en puissance de la production iranienne. Le pétrole iranien donc sort toujours apparemment. Le Nigeria aussi à beaucoup plus petite échelle, mais c'est des rappels sous sanctions, hein, toujours l'Iran. Exactement. Et un contrôle des sanctions visiblement qui permet à l'Iran de commercer son pétrole. On va forcément reparler. Ça attend des thèmes, je pense, dans les jours qui arrivent. Mais ça va en tout cas cette information de la production de l'OPEP qui arrive progresser malgré les coupes de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Ça a été un des catalyseurs du repli du pétrole, en plus des craintes d'ordre macro. Donc désormais, effectivement, on va voir si... Et là, il y aura aussi l'angle américain qu'il va falloir surveiller, parce qu'il est aussi probable que le pétrole iranien soit sorti. Je ne pense pas que c'est déplu d'un point de vue politique intérieur à Biden. Le fait d'avoir des prix du pétrole qui retombent de 10 ou 15 $, c'est pas une nouvelle chose. Donc ça va être un dossier qui va être assuré de très près. Comment les États-Unis vont gérer un peu le dossier iranien et le pétrole iranien aussi? Est-ce qu'il faudra renforcer les sanctions ou pas, au risque effectivement de faire remonter les cours du baril? Moi, je pense quand même qu'il y a un risque. Je ne vais pas un scénario de base là-dessus, mais si on voit le côté risque macro-mondial se renforcer un petit peu après ce nouveau choc, il se pourrait qu'on ait même des matières premières qui baissent sur fond de crainte mondiale, et que le pétrole va faire une incursion dans la zone 75 à 80 $. Je sais que ça paraît complètement à contre-tendance et contre-nature de ce que l'on peut penser aujourd'hui, mais on voit qu'il n'y a plus d'explosion à la hausse des cours du baril, malgré une situation qui peut devenir assez explosive. Et si ça reste en l'état, mais qu'on a simplement un truc pas larvé, mais qui persiste sans expansion du conflit en dehors des frontières ou trop fortement, on peut avoir en fait un sell-off marché, risque croissance, risque macro-mondial. Et dans ce cas, le pétrole pourrait retomber, un peu à la surprise générale, dans une zone 75 à 80 $. Donc voilà, je reste quand même très neutre dans l'appréciation globale du WTI, mais ce petit scénario éventuellement de retour sous 80 $ à surveiller. Si en tout cas on retape 80 avec le SP500 qui fait moins 1, moins 2%, ça pourrait être le côté effectivement un peu macro-négatif. Macro-négatif, tout à fait. On suivra la cohérence ou non de ces mouvements, effectivement. Hein. Bon, pour l'instant, le pétrole a un peu rebondi, sans revenir toutefois sur les plus hauts qui prévalaient encore fin septembre, d'ailleurs. Sachant aussi que ça peut influencer les anticipations d'inflation côté US. On a vu qu'il y a un lien très fort entre le pétrole et les anticipations d'inflation. C'est vrai qu'un pétrole qui retomberait plus bas, ça détendrait les anticipations d'inflation. Du coup, la Fed, et si l'inflation continue de baisser, on entend les chiffres cette semaine, si l'inflation continue de baisser, on voit un pattern qui peut se dessiner assez rapidement après en termes de début de pivot de rhétorique d'ici quelques temps du côté de la Fed, et pas forcément trop longtemps, peut-être fin d'année.
Bon, et puis on reparle de l'or. Je pense que c'est peut-être une des premières fois de cette année 2023 qu'on parle de l'or, Alexandre. Intéressant, le dollar monte, risk-off, et l'or progresse également. Donc j'allais dire, c'est bien le signe qu'il y a une aversion au risque aujourd'hui dans le marché. Exactement. Et alors, ce qui est quand même... C'est pour ça que j'ai dézoomé sur le graphique. Et même si l'émission s'appelle plan de trading, on pourrait se mettre la tête dans le guidon en 5 minutes sur des graphes en 5 minutes. Mais non, justement, parce que les graphiques long terme sont source de plein d'informations. On voit toute la partie, le creux de 2010, etc., post-2010, et après cet énorme rallye qui est parti, et on voit qu'en fait on est dans une phase de très très large consolidation depuis maintenant 3-4 ans. Le creux qu'on voyait l'année dernière, par exemple, c'était un creux qui s'était fait quand les taux US montaient très fortement, que le dollar montait énormément, et là, malgré le rebond fort des taux réels depuis quand même quelques mois, on voit que l'or est toujours très très loin des creux de l'année dernière à 1600, et je ne vois pas de scénario de base aujourd'hui pour revenir à ce niveau-là. Il faut pour ça soit une inflation US qui repart complètement de manière débridée, ou une aversion au risque massive, mais dans ce cas, l'effet dollar serait compensé, je pense, parce que comme ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un rebond des métaux, et ce ne serait pas tellement l'effet dollar qui jouerait là-dessus. Moi, j'ai plutôt un gold qui va se stabiliser à la baisse à un moment donné, quand la courbe de taux US va commencer à se repentir plus fortement, mais par l'effet des détentes des taux courts. Et justement sur une macro américaine qui, selon moi, serait moins favorable. Et ça, à ce moment-là, sur le thème un peu Fed qui va se détendre ensuite, vous voyez le côté un peu rebond de l'or, mais je verrais bien un range qui restera un range pour l'instant, mais je ne vois pas de revisite du bas du range, et plutôt une stabilisation dans la zone actuelle, et ensuite un dollar qui faiblirait, des taux US qui faibliraient sur la partie courte, et un gold qui commence à se reprendre. Donc je serais long gold vers 1950 si on doit donner un signal. On ne cherche pas à travailler court le gold, c'est trop dangereux. Un long gold, pas maintenant, parce qu'on n'attrape pas un couteau qui tombe, mais un rebond en 1950, ce serait pertinent d'un point de vue graphique, et probablement que ce sera accompagné de signaux sur le dollar et sur les taux, je pense. Bon, une semaine qui sera évidemment très géopolitique. Notez également que débutent aujourd'hui les assemblées annuelles du FMI de la Banque mondiale à Marrakech. Beaucoup de prises de parole à attendre de la part des grands argentiers mondiaux, comme on dit. Et puis macro, avec l'inflation américaine pour le mois de septembre qui sera publiée ce jeudi. Et la micro qui arrive également demain soir, les trimestriels, chiffres d'affaires trimestriels de LVMH. Et puis vendredi, la grande journée américaine avec les résultats des grandes banques américaines pour le 3e trimestre. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez en plateau avec nous chaque lundi à 13h30 pour le plan de trading de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.